Bonsoir à tous. Dans quelques secondes, bien sûr, le journal de 18h, puisque vous êtes sur Public Sénat, avec un débat sur la décision confirmée hier par Nicolas Sarkozy d'imposer les indemnités versées aux accidentés du travail, une mesure qui passe mal, y compris à l'UMP. On vient de le voir avec Bernard Accoyer et puis juste auparavant avec Gérard Larcher. Débat dans quelques instants donc entre Gérard Longuet et Arnaud de Broca, le président de la Fédération des accidentés du travail. À 18h30, l'enquête de Fabrice Cunet sur la commission Belot qui a réfléchi sur la réforme territoriale, sujet d'inquiétude également pour de nombreux élus. Et puis à 19h, Parole du Monde, Caroline Delage reviendra sur l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mais tout de suite donc, le 18h. Le 18h, toute l'actualité politique, parlementaire et politico-judiciaire de ce jeudi 24 septembre. Les titres. Coupable, le lapsus de Nicolas Sarkozy passe mal, même parmi les parlementaires UMP réunis au Touquet. Dominique de Villepin se saisit de cet accroc à la présomption d'innocence pour assigner le chef de l'État. La confirmation officielle des mauvais chiffres du chômage avec un bond au mois d'août de quelques 32 000 demandeurs. On va enregistrer quelques 640 000 chômeurs de plus cette année en France. Les dirigeants des 20 premières économies mondiales se retrouvent à Pittsburgh. Objectif défini par Barack Obama, établir un code de la route financier. Enfin, l'espoir d'un vaccin contre le sida relancé avec l'avancée obtenue par des chercheurs américains et thaïlandais, les risques de contamination réduits d'un tiers. Notre invité tout à l'heure, le professeur co-découvreur du virus, le professeur Jean-Claude Sherman. Dominique de Villepin n'a donc pas tardé à réagir après l'utilisation du mot coupable par Nicolas Sarkozy hier soir à 20h. L'ancien Premier ministre engage une riposte judiciaire et dénonce une atteinte à la présomption d'innocence et toute l'UMP en parle depuis ce matin. Fabrice Cunet. 2 juges indépendants ont estimé que les coupables devaient être traduits devant un tribunal correctionnel. Coupable, le mot est lâché et la déclaration dérange, à commencer par les proches de Dominique de Villepin. L'expression utilisée par le président de la République dans une interview qu'il donne en tant que président de la République n'est pas heureuse pour un président de la République, pour le moins. Du Touquet au Sénat, on hésite entre le lapsus et le mot savamment choisi. Mais ceux qui connaissent bien Nicolas Sarkozy ne semblent en tout cas pas surpris. Je pense qu'il faut distinguer la part du juridique et la part du politique. Et qu'il est très difficile, effectivement, d'exercer une censure totale sur l'homme politique. Mais au plan du droit, le terme était mal choisi. Avec cette déclaration, le procès Clearstream quitte encore un peu plus le prétoire pour occuper le terrain politique. Et à gauche, on s'inquiète de ces dérives. Moi, je me demande si nous avons encore à la tête de l'État un pilote objectif qui est le garant du fonctionnement des institutions françaises. Consternant. Les avocats de Dominique de Villepin ont annoncé qu'ils porteraient plainte pour atteinte à la présomption d'innocence. Une plainte qui a peu de chances d'aboutir face à l'immunité présidentielle. Et donc aux journées parlementaires du parti majoritaire, aujourd'hui au Touquet, ce lapsus ou ce mot choisi délibérément selon les vilpinistes a occupé, je vous le disais, la plus grande partie des discussions, mais d'autres sujets de friction avec le pouvoir exécutif étaient aussi au programme. Thomas Raguet. Parfaitement. Liste des sorties millimétrées. Cette fois-ci, le président du groupe UMP divise son clan autour d'une réforme fiscale controversée. Taxer les indemnités des accidentés du travail au même titre que celles des chômeurs ou des femmes enceintes. Vous comprenez que ça puisse un petit peu déranger, même dans votre famille politique, de toucher à ça? Je pense oui, c'est toujours légitime qu'il y ait un débat et on va avoir le débat, on va en discuter. Mais sur le principe, ça ne me semble pas choquant. En ce qui me concerne, je suis mal à l'aise avec cette proposition, sauf si bien entendu elle fait l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux et qu'à l'issue du débat parlementaire, il s'avère qu'elle est opportune. Mais plus que le fond du sujet, c'est bien l'effet d'annonce qui déplaît. Que ceci soit mis sur la table et qu'il y ait des échanges menés sur le sujet avec les partenaires sociaux, pourquoi pas, mais il faudra mener en amont au minimum cette négociation et que ça n'apparaisse pas à travers un amendement qui vienne comme ça s'appliquer brutalement. C'est pas du tout dans l'esprit du gouvernement actuel, tout du moins c'est pas le sentiment que j'en ai. Bref, le débat se fera au Parlement, un Parlement qui s'est d'ailleurs déjà penché sur la question.
Certains sénateurs se réjouissent en effet de voir venir une telle proposition de l'Assemblée. Le Sénat a 2 fois voté cette mesure et le gouvernement de l'époque d'ailleurs s'y était opposé ou n'avait pas voulu prendre de responsabilité et l'Assemblée nationale était revenue sur notre vote. C'était en 2005 et le ministre du budget de l'époque, un certain Jean-François Copé, ne s'était pas débattu pour faire passer cette réforme. Voilà, et on ouvre à nouveau ce débat dans quelques instants. Donc dans le 18h, Martine Aubry dénonce le grand show médiatique de Nicolas Sarkozy hier soir. Elle dénonce des contre-vérités sur la crise prononcée, selon elle, sans être démentie par le chef de l'État, ce qui est extrêmement choquant dans une démocratie, selon la première secrétaire du Parti socialiste. À noter ce soir que François Bayrou appelle à voter pour la candidate des Verts dimanche prochain au second tour de la législative partielle dans les Yvelines. La candidate verte est en effet arrivée en seconde position et c'est le candidat UMP qui semble le mieux placé. Un point qui fait consensus en tous les cas, à droite, à gauche et au centre. On sera sorti de la crise quand le chômage commencera à baisser. C'est ce qu'a lancé le chef de l'État hier soir. Ce n'est pas encore le cas. Publication il y a quelques instants des mauvais chiffres du mois d'août avec une progression du nombre de demandeurs d'emploi de 32 000. Suspension de la grève du lait jusqu'au 5 octobre, annoncent les syndicats d'éleveurs qui reconnaissent des avancées du côté européen. Jean-Claude Trichet, le président de la Banque centrale européenne, évoque sur Public Sénat la sortie de crise. La croissance revient lentement, mais pas question de crier victoire. Je crois qu'il est exact que nous avons eu depuis quelques mois, aussi bien sur le plan des enquêtes d'opinion que nous faisons auprès des chefs d'entreprise, auprès des consommateurs, que dans les données économiques réelles, des données qui étaient un peu meilleures que celles qui avaient été anticipées. Mais pour autant, je ne dirais pas qu'il faut déclarer victoire, qu'il faut dire que nous pouvons être très optimistes, parce que l'incertitude demeure, et l'incertitude est grande, très grande, et elle caractérise la situation actuelle. La route devant nous reste chaotique, et il serait naïf de croire que nous n'avons pas précisément une route chaotique devant nous, et au total, je dirais, la prudence reste absolument indispensable. Voilà, la prudence de Jean-Claude Trichet, interviewé par Jean-Marie Colombani. Vous retrouverez le président de la Banque centrale européenne donc vendredi soir sur Public Sénat à 22h30. Les dirigeants du G20 doivent donc mettre en œuvre à Pittsburgh leurs engagements d'avril à Londres. La régulation du système financier, c'est l'enjeu le plus important, répète Angela Merkel à l'instar de Nicolas Sarkozy. La ville de Pennsylvanie attire des manifestants de tous bords depuis quelques jours. Les commerces, les écoles ont fermé, les vitrines sont sécurisées. On reparle du G20 avec Olivier Ferrand des think tank Terra Nova et l'économiste Jacques Delplat dans un instant. Début mi-octobre du plan de vaccination contre la grippe A. Premier concerné, les personnels de santé à qui François Fillon lance aujourd'hui un appel à la responsabilité. Beaucoup d'entre eux, en effet, répugnent à se faire vacciner selon plusieurs enquêtes. Un vaccin expérimental relance l'espoir d'un traitement contre le sida. L'opération a été menée par le ministère thaïlandais de la Santé et l'armée américaine. Le vaccin expérimental a été testé sur 16 000 personnes et il réduit fortement les risques de contamination. Pour bien saisir la portée de cette avancée, notre invité maintenant est le professeur Jean-Claude Sherman. Bonsoir, professeur Sherman. Bonsoir. Vous êtes avec nous en ligne de votre laboratoire d'Aubagne. Bien sûr, je le rappelle, vous êtes l'un des découvreurs du virus en 1983 avec Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette avancée présentée comme la plus importante jamais réalisée pour un vaccin ? Oula, la deuxième phrase est un peu difficile. Oui. Ce que je veux dire, bon, effectivement, il y a quelque chose d'important. D'abord, 16 000 personnes ont été vaccinées. Ensuite, ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand on regarde les résultats se sont faits sur les contaminations. On s'aperçoit que dans le groupe placebo, c'est-à-dire ceux qui ont reçu un vaccin, entre guillemets, sans les antigènes, 70 ont été contaminés. Ceux qui ont reçu le vaccin, 34 ou 35 ont été contaminés. Donc, 30% de protection. Alors, on avance. La première des choses, moi, qui m'interpelle, c'est... Alors, donc le vaccin a été préparé par des souches, disons, entre guillemets, présentes en Thaïlande.
Or, pour moi, la Thaïlande, c'est une ville de sexe, c'est-à-dire, je pense que toute personne de tous les pays, de tous les continents, peuvent aller en Thaïlande et apporter les virus, disons, changeants. Donc moi, j'ai posé la question à Dan Prentice, qui est le responsable du vaccin. Je connais très bien, c'est avec lui que il y a une vingtaine d'années, j'ai mis le virus dans le chimpanzé, donc on se connaît très bien. Et je lui ai posé la question de savoir si, effectivement, les personnes protégées avaient des anticorps protecteurs contre toutes les souches. Bon, bien sûr que ça n'a pas pu être fait, étant donné qu'il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, 16 000 personnes. Oui. Donc le laboratoire ne peut pas voir. Professeur Sherman, est-ce que, néanmoins, cette avancée redonne espoir à la communauté scientifique? Parce que il semblait quand même que vous doutiez, depuis quelque temps, de la possibilité de trouver un vaccin. Ce vaccin, on l'aura un jour? Moi, je ne doute pas. Parce que on l'aura. Je ne doute pas parce que j'ai une voix pour un vaccin universel. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a une chose qui est importante, c'est que le vecteur qui a été utilisé pour faire ce vaccin, c'est-à-dire un vecteur pour le vaccin, est non toxique. C'est-à-dire que là, un vecteur pour un vaccin préventif, vous avez parlé de traitement tout à l'heure, c'est pas un traitement, c'est un vaccin préventif, donc il fallait protéger dans le sang et dans les muqueuses. Et là, le vecteur qui a été utilisé a pas de toxicité. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça c'est déjà un gros progrès. Très bien, merci. Eh bien, on reste optimiste, bien sûr, avec vous, Jean-Claude Sherman. Merci donc de ces précisions. On revient aux journées parlementaires de l'UMP que vous avez pu suivre en direct cet après-midi sur notre chaîne. Les débats, des débats qui ont été dominés, il faut bien le dire, pourris. La journée a été pourrie, ont même dit certains élus, par les développements de l'affaire Clearstream. À suivre, 3 questions à Gérard Longuet. Gérard Longuet, donc, qui préside le groupe UMP au Sénat, est en ligne du Touquet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Michel Grossière. Eh bien, bonsoir. Première question, Gérard Longuet. Jusqu'où donc cette première journée parlementaire de l'UMP a été parasitée par ce lapsus de Nicolas Sarkozy? Dans la salle de réunion, on a travaillé toute la journée. Oui. Les parlementaires, députés et sénateurs ont vraiment fait de la valeur ajoutée. Donc je pense que la journée professionnelle a été sauvée. La journée médiatique, c'est plus compliqué. Je voudrais simplement dire que, à l'origine, il y a lundi, une déclaration de Dominique de Villepin au tribunal de Paris qui est excessive, violente, injuste, mais comme Imard Laoud, comme Denis Robert, il doit bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'à la décision du tribunal. Alors vous l'avez rappelé effectivement en évoquant un précédent resté célèbre, Gérard Longuet. Vous avez parlé, oui, je précise, vous avez évoqué le précédent Poniatowski dans l'affaire de Breuil. On se souvient que le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing avait présenté un homme comme coupable et d'ailleurs la France avait été condamnée par l'Europe. Oui, la comparaison était mauvaise, la comparaison n'est pas raison et je dois battre ma coule parce qu'on m'a fait remarquer très justement que à l'époque le ministre de l'Intérieur avait repris à son compte une enquête de police en citant nominativement plusieurs personnes. Ce n'est absolument pas le cas du président de la République qui a évoqué l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Si ordonnance de renvoi, c'est qu'il y a une décision à prendre. Ce n'est pas de même nature. Et je crois que mon érudition m'a un petit peu trompé. Néanmoins, est-ce que vous estimez que le fait que le chef de l'État soit partie civile dans ce procès le rend trop politique, trop personnel? C'est une question de courage personnel. Le président de la République aurait pu s'en laver les mains, dire après tout, c'est du passé. Je crois qu'il souhaite montrer qu'en politique, dans la vie publique, il y a des choses qui ne se font pas et il souhaite savoir jusqu'où des choses qui ne se font pas ont été faites et par qui. C'est son droit et je crois que ça assainira la vie publique. Nous avons trop souffert des cabinets noirs et des manipulations pour ne pas se réjouir que la justice aille jusqu'au bout dans cette affaire. Alors, deuxième série de questions, Gérard Longuet. Vous ne reprenez pas à votre compte l'expression hyper-parlement, chère à Jean-François Copé, mais est-ce que vous le rejoignez sur l'idée d'une coproduction législative ? Totalement, en sachant que la loi est votée par le Parlement et qu'elle est votée par le seul Parlement. Mais en amont de la loi, tout ce qui peut être fait par le gouvernement, par les deux assemblées, pour associer le maximum de nos compatriotes et naturellement le maximum des parlementaires est bienvenu. Rappelons simplement qu'il doit y avoir ni déception ni illusion. La loi est votée par les députés et par les sénateurs et par eux seulement.
Quels sont, pour vous, les chantiers prioritaires où doit s'exercer justement cette coproduction législative, alors qu'il y a beaucoup de sujets de débat et même de friction, on le sait, entre l'exécutif et puis les élus UMP? Je vais vous dire deux exemples extrêmement différents. Sur la réforme des collectivités locales que Brice Hortefeux va nous présenter, il y a eu un travail depuis 1 an à la demande du président de la République, le comité Balladur, la commission Belot, le travail Jean-Patrick Courtois, Dominique Perben, et le ministre va présenter un texte devant une assemblée informée des intentions des uns et des autres. C'est donc un débat qui a été préparé, j'ai presque envie de dire que c'est un débat qui a été coproduit. En revanche, parfois, il y a des décisions qui viennent, qui interviennent au dernier moment, par voie d'amendement en pleine nuit. On a parfois du mal à rattraper l'intention de l'exécutif. C'est un problème de règles du jeu professionnel. Nous allons les rappeler et les fixer ensemble. Alors, troisième question, si vous le voulez bien, sous la forme d'un débat, puisque je vous présente notre invité qui est ici sur le plateau, Arnaud de Broca, qui est le président de la Fédération des accidentés du travail, qui combat la mesure annoncée par Jean-François Copé. D'abord, votre avis à vous, Gérard Longuet. Est-ce que vous êtes favorable à l'imposition des indemnités journalières que perçoivent de la Sécu les accidentés du travail? Oui. Si tous les revenus de remplacement sont aujourd'hui fiscalisés, il est indispensable de regarder la situation de ce revenu de remplacement qui, lui, n'est pas fiscalisé. Alors maintenant, le débat est ouvert, mais l'idée du législateur, l'idée de Jean-François Copé, c'est de dire après tout, puisque tous sont fiscalisés, pourquoi cette exception? C'est d'ailleurs le sens d'un vote de la Commission des finances du Sénat, et par conséquent, je ne vais pas me déjuger. Arnaud de Broca, pourquoi cette exception doit être maintenue selon vous et pourquoi les réactions sont si vives? Vous pouvez dialoguer avec Gérard Longuet, peut-être tenter de le convaincre. Oui, alors bonjour. Alors pourquoi cette exception? À mon avis, il y a une raison. Bonjour. Il y a une raison naturelle qui est que les indemnités journalières pour les victimes du travail sont une réparation d'un préjudice. Le préjudice, c'est quoi? C'est d'être allé à son travail, d'avoir eu, parce qu'il y a des conditions de travail difficiles, il y a des politiques de ressources humaines compliquées. On l'a vu à France Télécom récemment. Tout ne va pas jusqu'au suicide, mais ça entraîne un malaise et une souffrance au travail, et donc des arrêts de travail. Et donc, ces indemnités journalières viennent réparer un préjudice. On n'est pas du tout dans le même cas que pour les indemnités journalières maladie. Si Monsieur Gérard Longuet a une grippe, a une rougeole, et qui doit s'arrêter, c'est pas du tout le même, selon le même mécanisme. D'ailleurs, c'est pas les mêmes financeurs, puisque là, on est dans la branche accident du travail et maladie professionnelle, financée par les employeurs. Il y a des revenus qui doivent échapper au fisc. Oui, parce que ce n'est pas des revenus, et c'est là justement le débat. Pour nous, c'est pas le revenu, c'est une réparation d'un préjudice qui d'ailleurs n'est pas intégralement réparé. Gérard Longuet. Alors, en effet, la perte de salaire n'est pas totalement réparée, j'en conviens volontiers, et d'ailleurs la fiscalité ne joue que sur ce qui est touché. En parlant de préjudice, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation, elle est intelligente, mais je ne la comprends pas, puisque lorsqu'il y a un préjudice durable sur le potentiel du salarié, il y a IPP, il y a des indemnités permanentes, et qui font l'objet d'une réparation patrimoniale qui, elle, n'est absolument pas fiscalisée, et c'est tout à fait normal, parce que c'est l'individu qui a été diminué et donc on ne va pas fiscaliser ce qui compense sa diminution. Mais là, en l'espèce, ce sont des journées de travail qui sont bien indemnisées et ce que l'on remplace, c'est un revenu que le salarié n'a pas touché. Donc je ne comprends pas bien l'argument et je pense que le débat de commission sera utile. Oui, mais c'est des revenus que le salarié n'a pas touché parce qu'il n'est pas allé à son travail, parce que justement il a eu un accident, une maladie liée à son travail. Moi, ce que j'expliquais, ce que je voudrais que les sénateurs, les parlementaires et le gouvernement expliquent aussi au grand public, c'est qu'une victime du travail n'est pas indemnisée intégralement. Quand je dis ça, c'est pas uniquement par rapport au pourcentage du salaire. C'est exemple typique, la personne qui a un accident, qui devient paraplégique, alors qui sera peut-être pas concerné par cette mesure, mais n'est pas... Lui, il sera accidenté malheureusement sur le long terme, hein, donc il échappera à cette mesure. Oui, mais s'il y a cette exonération, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça, c'est parce que les victimes du travail ne sont pas indemnisées intégralement. Dans l'exemple de cette personne qui deviendra paraplégique, qui sait dans notre pays que l'aménagement du logement, l'aménagement de la voiture ne sera pas indemnisé à ce titre? Est-ce que c'est normal? Dans le cas d'une caissière qui a un trouble musculo-squelettique qui aura moins de 10% d'IPP, est-ce que c'est normal que cette personne ne reçoive aucune indemnisation alors qu'à 52, 53 ans, elle sera exclue du marché du travail? Est-ce que c'est normal? Non. Les victimes du travail dans notre pays, contrairement aux victimes d'accidents médicaux, contrairement aux victimes d'accidents de la route, ne sont pas indemnisées intégralement. Donc c'est pour ça
qui avait été prévu, parce qu'il y a une réparation du préjudice, parce que de manière générale, les victimes du travail ne sont pas bien indemnisées. C'est pour ça qu'il y a cette exonération. Et donc moi, je propose à Jean-François Copé, aux sénateurs, aux parlementaires UMP, au gouvernement, que s'ils veulent ouvrir le débat de la réparation des victimes du travail, moi je suis d'accord. Simplement, on ne l'ouvre pas simplement sur la fiscalisation des indemnités journalières. On l'ouvre en totalité. Ça ne sera pas 150 millions d'économies, ça sera des dépenses. Mais moi, je suis d'accord pour ouvrir ce débat. Voilà, le débat est ouvert, je crois, déjà sur notre antenne, et puis au sein de l'UMP également, Gérard Longuet, puisqu'on a entendu sur notre antenne tout à l'heure les réticences très fortes exprimées par Gérard Larcher et Bernard Accoyer, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc un débat à suivre. Tout de suite, la suite du 18h, avec cette question que l'on pose. Oui ou non, faut-il croire à un succès à Pittsburgh? Le G20 commence. Un état d'alerte maximum à Pittsburgh, donc, qui reçoit le G20. Les protestataires, nous allons le voir sur les images, sont déjà là. Les dirigeants aussi, pour imposer des règles financières. Mais le débat s'annonce ardu entre l'Europe et les États-Unis. Question, le succès est-il possible? On s'interroge d'abord sur le rôle des banques dans cette affaire, bien sûr. Elles sont sujettes à critique, on le sait. Angela Merkel a répété que l'enjeu numéro 1 de Pittsburgh, c'était la régulation. Mais les banques en France, tirent-elles profit de la crise ou l'État, finalement, qui les a aidées, rentre-t-il dans ses frais? Enquête. Près de 2 milliards d'euros, c'est la contribution des banques au budget de l'État pour l'année 2009. Les nombreux sauvetages bancaires ne semblent plus aujourd'hui une si mauvaise affaire. C'est un plan de soutien, ça n'était en aucun cas un plan de subvention, et non seulement c'est un plan de soutien qui rapporte, ce qui est pour les Français est assez d'habitude quand l'État intervient dans un secteur, l'automobile, la machine-outil, l'électronique, le textile, tous les plans d'habitude ont un coût. Donc là, c'est un plan de soutien, mais qui se traduit pour l'État par des recettes importantes de 2 milliards d'euros. Les banques doivent désormais rembourser le montant des garanties de l'État nécessaires aux banques pour emprunter, sans compter les intérêts. Elles ont 3 ans pour le faire. Mais elles doivent aussi racheter le capital fourni par l'État, au total 21 milliards d'euros, sans compter là aussi un taux d'intérêt de 8%. Si l'État français a bien négocié ses avances d'argent, certains estiment qu'il aurait pu faire mieux. Ce qu'on a reproché, je crois, à l'État, c'est de ne pas avoir imposé que, comme contrepartie à cette aide que l'État a accordée aux banques, elle n'est pas exigée que des représentants de l'État entrent au conseil d'administration. C'est ça, je pense, qui a été surtout reproché. Pas de pouvoir de décision au conseil d'administration donc, mais pas de cadeau fait aux banques non plus. À tel point que Baudouin Pro vient d'annoncer que la BNP rembourserait les aides avant la date prévue pour que le coût du prêt ne soit pas trop élevé. Nos invités, Olivier Ferrand, président de Terra Nova, think tank proche du Parti Socialiste, et l'économiste Jacques Delplat, membre du Conseil d'analyse économique. Un mot d'abord sur la situation des banques. Si le risque systémique est écarté désormais, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, est-ce que les établissements financiers vont retrouver les coups des franches? Je crois qu'effectivement, on est en train de s'échapper aujourd'hui du risque financier de court terme, notamment les liquidités qui ont été réinjectées dans le système financier ont permis aux banques de repartir. En revanche, sur le moyen terme, reste encore un problème de recapitalisation bancaire. Les États-Unis s'y sont attelés. 10 des grandes banques américaines ont été recapitalisées après les stress tests imposés par Barack Obama. Ça reste encore à faire en Europe. Jacques Delplat. Oui, moi, je suis un peu plus pessimiste. Oui. La crise panique est terminée, mais le vrai sujet, c'est que beaucoup de banques européennes, surtout sur le continent, ont prêté au marché immobilier et il est probable qu'elles ont beaucoup d'actifs toxiques dans leur bilan et on ne sait pas. Et donc le risque, c'est que on soit trop content de la fin de la tempête et qu'on fasse pas suffisamment le ménage dans le bilan des banques et qu'on commence une ère comme au Japon, c'est-à-dire des banques qui n'ont pas fait le ménage dans leur bilan et qui ne savent pas prêter, ce qu'on appelle un crédit crunch, pas assez de crédit pour les entreprises, et qu'on s'embarque sur une période de croissance très faible à cause de ça. Qu'est-ce que vous attendez concrètement l'un et l'autre du G20 ? Olivier Ferrand. Je crois que on voit le bout du tunnel en matière de crise, notamment en matière de crise économique. La vraie question maintenant, c'est qu'elles ne se reproduisent pas, et donc c'est la question de la régulation du capitalisme financier. Et là, le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Le G20 avance, mais lentement. Il y a de fortes résistances de la part du système financier lui-même, qui évidemment ne veut pas cesser de réguler. Non, de la part de Wall Street, de la part de la City, de la part du système financier qui veut pas de règles. Et puis
Le deuxième problème, c'est, au-delà des résistances politiques, c'est l'absence d'instruments de levier. Et pour des problèmes financiers mondiaux, il faut une gouvernance mondiale. Cette gouvernance est encore à créer, et donc elle gêne considérablement, même quand la volonté politique collective est là. Parce qu'on nous présente l'encadrement des bonus comme la grande affaire, mais Jacques Delpas, ça n'est pas la réponse à tout. Le premier sujet, c'est qu'il faut forcer les banques à augmenter leurs fonds propres. Oui. Donc ça veut dire à émettre des actions pour absorber les pertes du passé. Si on regarde sur l'avenir, moi je crois pas du tout à un gouvernement mondial économique, ça marche pas. En revanche, les sujets ils sont chez nous. Celui qui n'a pas fait son travail historiquement, c'est le régulateur bancaire. En l'occurrence, la Banque de France et ses équivalents à l'étranger. Il n'y a pas besoin de faire un énorme machin mondial. Ah bon là, c'est bien l'enjeu, on est au G20. Non, c'est de la coordination de politique, de la coordination des régulations. Ce qui est important, c'est que les régulateurs bancaires soient beaucoup plus durs avec les banques et les obligent à prendre en compte beaucoup mieux le risque. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de mondial. Il faut le faire au niveau de chaque pays. Je pense que, c'est possible, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, de nouveau, les problèmes sont mondiaux. Prenez les paradis fiscaux et réglementaires. Je crois qu'il y a une vraie volonté politique. Nicolas Sarkozy a même dit que tout était rentré dans l'ordre hier soir. Il est allé un peu vite. Je pense que, il vit dans un monde d'illusions. La réalité est loin d'être celle-là. En revanche, c'est vrai que ça progresse. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller plus vite, alors que cette volonté politique collective existe? Parce que quel est le pouvoir international, l'instance internationale qui va prendre une décision normative? C'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre des règles. Il n'y en a pas aujourd'hui. Le G20, c'est quoi? Le G20, c'est un secrétariat qui n'a même pas qui est géré, vous n'avez même pas de fonctionnaire du G20 administratif. C'est les différents pays qui assurent le secrétariat tournant. Et de pouvoir normatif, vous n'en avez aucun. Donc après, le G20, il sort un communiqué politique et ensuite ça doit être mis en œuvre par, une fois l'OCDE, une fois le FMI, une fois par les pays membres. Et donc tout ça se dilue très vite par absence de pouvoir normatif. Les paradis fiscaux, il faut les traiter, je suis d'accord. C'est juste pas du tout la cause de la crise, mais c'est bien qu'on s'en occupe. Deuxièmement, les paradis fiscaux en matière réglementaire, les hedge funds, c'est même pas la crise est venue des banques qui sont totalement réglementées. Tout à fait. Elle vient pas de ces animaux bizarres qui s'appellent hedge funds. Ils l'ont renforcé, ils l'ont fait durer. Le vrai sujet, en dénouant leur position pendant des mois et des mois ensemble pour définir un corpus de règles et un corpus de mise en œuvre de ces règles par les banques centrales. Ça se fait dans ce qu'on appelle les comités de Bâle, la Banque des règlements internationaux. Exactement. Ça existe. Il y a une organisation qui existe depuis 1930 et donc il faut appliquer de Vous avez raison, mais vous prenez le Conseil de stabilité financière qu'on vient de créer. Il est censé assurer la supervision financière des marchés financiers. Il va sans doute produire des propositions normatives. Qui va les mettre en œuvre? Pas le Conseil de stabilité financière qui n'a pas de pouvoir normatif. Il faudra en référer aux différents États qui le mettront en œuvre ou pas. Alors, une dernière question. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, ou si vous y croyez par ailleurs. Est-ce qu'il est envisagé... mais est-ce que c'est envisageable de créer une taxe sur les transactions mondiales? Non, pas du tout. Moi j'ai écrit un article dans les Échos là-dessus, et je pense que c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Un, ça marche pas. Deux, les capitaux iront. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que on sort d'une crise de liquidité. Les actifs étaient plus liquides et se vendaient plus. La taxe Tobin sur la transaction financière, c'est une taxe sur la liquidité. Si on veut faire payer les banques pour le mal qu'elles ont fait... Olivier Ferrand, vous êtes pour? Je suis pour, je pense que ce n'est pas pour tout de suite, mais que c'est un objectif politique. Mais bien sûr que c'est réalisable, c'est une question de volonté politique. Le territoire de la régulation au 19e siècle a mis 100 ans pour rejoindre le territoire économique qui était la nation. Il en mettra 100 ans pour rejoindre le territoire économique nouveau qui est le monde. Alors on va voir ce qu'il en advient, puisque la proposition défendue par la France, Jacques Delpas, notamment par Bernard Kouchner, on l'a entendu là-dessus, est sur la table au sommet du G20 à Pittsburgh. Merci messieurs, à suivre tout de suite. L'enquête Don Quichotte contre les moulins. Don Quichotte contre les moulins. À voir, on va voir. L'enquête de Fabrice Cunet dans les coulisses de la commission Belot qui a réfléchi, vous le savez, à la réforme territoriale, une réforme très délicate qui amène d'ailleurs les élus de droite comme de gauche à lever le bouclier. C'est à suivre.
Cette semaine, dans Parole du Monde, un gros plan sur le Salvador, où le documentariste franco-espagnol Christian Poveda a été retrouvé assassiné le 2 septembre dernier, alors qu'il travaillait sur la guerre des gangs dans le pays. Au sommaire également, l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Parole du Monde, c'est votre rendez-vous avec l'actualité internationale sur Public Sénat. Desculpa aí, às vezes você tá meio pá, sem duro.